C'est l'heure d'accueillir Guillaume Pelletier à votre place. Il est l'heure. Bonsoir Guillaume Pelletier. Je vous laisse vous installer. Vice-président de Reconquête, vous êtes également désormais porte-parole d'Éric Zemmour. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans toute franchise ce soir également. Est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise ce soir, Guillaume Pelletier? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les propos d'Éric Zemmour sur les enfants handicapés? Oui, puisque j'étais avec lui. Et je voudrais dénoncer, avec mon cœur et ma sincérité, le procès d'intention qu'on fait à Éric Zemmour. J'étais à ses côtés, vendredi dans l'Aisne, quand une jeune institutrice nous a posé la question, très légitime. Voilà, moi je m'occupe d'une classe, on a des enfants handicapés, et je sens bien que le systématisme qui nous est imposé n'est pas la solution. L'inclusion, elle peut être heureuse, 1000 fois heureuse, pour des milliers d'enfants handicapés. Mais l'inclusion, elle peut être aussi une exclusion dans des cas particuliers. Et comme d'ailleurs la première association des familles handicapées de France, un pays qui le dit très bien, il ne faut pas une inclusion au rabais. Et c'est ce qu'a dit Éric Zemmour. Il a dit « Moi, président, j'imposerai sur cette question essentielle la stratégie du cas particulier, du cas par cas. » Il dit voilà, « Je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière. Oui. » Vous pourriez reprendre exactement ces mots. Mais bien je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière. Oui, parce qu'Éric Zemmour est le candidat du réel. Il n'est pas le candidat de l'idéologie. Ça, c'est ce qu'il a dit aussi pour justifier ses propos encore à la mi-journée. On était ensemble, on a d'ailleurs continué cette conversation avec les professeurs et les instituteurs de longues minutes et heures tout au long de l'après-midi. Et c'était d'ailleurs passionnant parce que c'était terriblement concret. Voilà. Le premier qui dit la vérité, on doit l'exécuter. Vous connaissez la chanson. Vous ne comprenez pas, Guillaume Pelletier, que ça ait pu heurter, choquer des associations, des parents, peut-être même des enfants eux-mêmes, qui justement se battent en priorité dans leur vie pour cette inclusion, justement. Mais ce qui les a heurtés, vous n'imaginez pas les milliers de témoignages de familles et de parents depuis samedi et toute la journée. Attendez, c'est très important ce que je vais vous dire. Parce qu'Éric Zemmour a juste dit la vérité. Il a dit oui à l'inclusion de nos enfants handicapés dans les classes ordinaires, à la condition que l'État, l'éducation nationale, ne se décharge pas sur des professeurs, des instituteurs et des parents qui ont de moins en moins de moyens, en mettant de côté des enseignements spécialisés qui ont aussi fait leurs preuves. Vous savez, vous connaissez le chiffre des milliers de familles françaises qui doivent aller en Belgique chaque semaine, y compris depuis mon Loir-et-Cher, le département où je suis l'élu, parce qu'il n'y a pas de place adaptée dans les écoles ou dans les centres spécialisés. C'est ça qu'il a dit, Éric Zemmour. Il a voulu... Est-ce que vous défendez, oui ou non, l'inclusion, dans de bonnes conditions, l'inclusion, oui ou non, comme objectif pour des milliers d'enfants, et par ailleurs la possibilité d'un choix de faire autrement si nécessaire. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais bien sûr que les mots comptent. Mais bien sûr, il a dit « je dénonce l'obsession de l'inclusion ». C'est-à-dire le fait que l'éducation nationale, depuis la loi 2005, d'ailleurs Éric Zemmour a eu un très bel entretien avec Marianne Monchamp, ministre de Jacques Chirac, Marianne Monchamp, qui auprès du Monde hier soir, a fait savoir qu'elle avait démenti fermement avoir eu l'échange, peut-être pas l'échange, mais elle dit, voilà, j'ai retrouvé les propos. Tout enfant en situation de handicap doit aller à l'école de la République, dit-elle, auprès du Monde.fr. On ne sort pas les enfants de force de l'école. C'est une position d'une personne qui ne comprend pas la situation des enfants et de leur famille. Elle continue, Marianne Monchamp, qui est effectivement citée par vous-même et par Éric Zemmour. Elle dit aussi, toute la société, je vais jusqu'au bout, toute la société accompagne les enfants afin qu'ils deviennent des citoyens à part entière et toutes leurs chances. Cela ne se traite pas à coup de « j'y vais pas ». C'est à côté de l'esprit des institutions et de l'esprit de la loi de 2005. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons dit. Vous savez, quel est le mauvais procès ? Il est si facile de retirer une demi-phrase d'un échange de plusieurs heures qui a duré avec des parents, des professeurs, bien avant d'ailleurs vendredi, et qui continuera après. La position d'Éric Zemmour, elle est simple. C'est une position de vérité que j'ai vécue, moi, en tant que maire de la République, en tant que député de la Nation, au quotidien, dans le Loir-et-Cher. Oui à l'inclusion quand elle est heureuse. Non à l'inclusion obligatoire dans des cas particuliers quand nos enfants handicapés ne trouvent pas leur place auprès des instituteurs, auprès des moqueries de leurs camarades. Il faut connaître le sujet. Je le connais très bien en tant qu'élu de la République depuis 10 ans. Il n'y aura pas d'excuses. Et pas de, vous dites pas non plus, je comprends ceux qui ont pu Mais c'est aux politiciens qui polémiquent et qui disent sans rien savoir
que nous devons demander des excuses. Étaient-ils là? Ont-ils entendu la position précise, argumentée, équilibrée d'Éric Zemmour? Ça suffit, les fausses polémiques. Maintenant... Avec Éric Zemmour, nous avons décidé dans cette campagne de parler du réel, de parler de la vie des Français et d'arrêter d'imposer des tabous à la société française. Le tabou de la place des enfants handicapés à l'école doit être levé. Oui à la place de l'inclusion quand elle est heureuse, non quand elle est malheureuse. Ce qui compte prioritairement, c'est le bien-être de l'enfant handicapé. Quoi qu'il en soit, les propos ont mené à un grand nombre de réactions. Pour Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Éric Zemmour est la haine incarnée. Cette déclaration pitoyable illustre une fois de plus son rejet des différences. Damien Abad, des Républicains, cette ségrégation à tous les étages est une honte absolue. Oui, nous devons avoir l'obsession de l'inclusion. Je demande des excuses publiques. Marine Le Pen, c'est une ligne rouge, c'est impardonnable. Le président de la République, selon nos informations auprès d'un cercle de proches, dit « On ne peut pas se prétendre amoureux de la France et nier à ce point ce que nous sommes ». Vous leur répondez quoi? Bien, leur indignation cache leur impuissance. L'impuissance de ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans, qui ont été incapables de trouver une place adaptée à chaque enfant handicapé, qui refusent d'écouter les familles et leurs souffrances. Avec Éric Zemmour, nous proposons le cas par cas. Oui à l'inclusion heureuse, non à l'inclusion malheureuse. Chaque enfant sera traité à part entière. Il est des cas magnifiques, merveilleux, avec des témoignages sublime d'enfants qui s'épanouissent dans les classes ordinaires. Et il est des cas graves, lourds, difficiles à entendre, que j'ai reçus dans ma permanence parlementaire. Attendez, je vous ai laissé finir, laissez-moi finir. Et vous avez des cas lourds, auxquels nous devons apporter des réponses. Ces centaines de familles qui témoignent depuis 48 heures et qui nous disent « merci de nous avoir entendus, merci d'apporter une réponse parce que nous ne voulons pas faire des centaines de kilomètres tous les dimanches soirs et les lundis matins. » Certains de ma circonscription, madame, avec des camping-cars pour aller jusqu'en Belgique pour attendre toute la semaine leur enfant. C'est ça la vérité, la réalité du terrain. Vous savez très bien que c'est vu aussi comme alimentant une image de dureté d'Éric Zemmour vis-à-vis des minorités. Est-ce que vous ne craignez pas que ça alimente une image d'Éric Zemmour comme étant un candidat qui manque de cœur? Mais c'est ce qu'on a entendu sur ce plateau depuis que les mots sont sortis, notamment. Je vais vous dire. Non, mais on met tout sur la table. Oui, je vais vous dire. Vous avez raison. Je vais vous dire. C'est extraordinaire. Cette classe politique à bout de souffle, qui a échoué sur l'immigration, qui a échoué sur la sécurité, qui a échoué sur le pouvoir d'achat, qui a échoué sur l'énergie, qui a échoué sur l'école, et qui ose faire des leçons de morale en parlant du cœur. Mais ce sont eux les sans-cœur. Ce sont eux qui, depuis 40 ans, divisent et fragmentent la société française. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est apaisée, la société française? Est-ce que les Français sont heureux? Est-ce que nous vivons mieux aujourd'hui qu'il y a quelques décennies? Non. Et avec ce discours de vérité, inspiré du réel, que pose et que porte Éric Zemmour, nous retrouverons le chemin de la concorde nationale et de la réconciliation. Parce que la réconciliation, elle passe en disant la vérité et non pas en mentant aux Français. Alors justement, la vérité, on va aller au bout justement de la discussion, encore une fois, trop brutale, trop à droite. Vous savez qui dit ça? C'est Robert Ménard qui dit ça d'Éric Zemmour et lui demande de se retirer. Il l'a dit hier soir. Avant, je le situais entre le Rassemblement national et les Républicains. Mais il est en fait beaucoup trop brutal. Le principal défaut de ce dernier est qu'il aime la France, mais pas les Français. Je lui ai dit plusieurs fois de se retirer. On ne s'improvise pas président. Robert Ménard. Robert Ménard, avec qui vous avez plutôt une très bonne entente. Bien sûr. Vous avez même dit au grand jury il y a quelques mois que vous partagez beaucoup de points de vue. Vous le voyez même à l'époque comme potentiel membre d'un gouvernement d'union nationale. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est à l'autre bout de l'échiquier intellectuel et politique pour vous. Il dit ça va trop loin, il est trop à droite, trop brutal, il doit se retirer. Si on juge décidément, avec tout ce que vous lisez depuis le début, la qualité d'un homme à l'aune des attaques qu'il subit, eh bien, je suis très heureux d'être aux côtés d'Éric Zemmour qui porte vraiment un discours de vérité et de courage. Concernant Robert, que j'ai eu hier au téléphone et cet après-midi, parce qu'on s'entend très bien, on discute régulièrement ensemble, sa position est du côté de Marine Le Pen, et je respecte totalement sa position. Il sait très bien, nous nous le sommes dit, que le 10 avril au soir, nous aurons besoin de tout le monde. Moi, je ne participerai pas au concert d'attaque à l'égard de ceux qui sont à côté de nous. J'ai la conviction profonde, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de conviction, de pas de carrière, qu'avec Éric Zemmour, nous posons un acte fondateur qui est l'acte de l'union des droites. Mettre fin au piège de François Mitterrand qui, parce que la gauche était minoritaire, a divisé les droites majoritaires. Moi, j'appelle tous les électeurs du Front National, tous les électeurs des Républicains, tous les électeurs indépendants qui veulent enfin, face à la gauche, à la pensée unique, à la tyrannie des minorités et à Emmanuel Macron, unir nos forces, à se rassembler derrière Éric Zemmour, parce que c'est le seul. Attendez, chère madame, c'est le seul Éric Zemmour à proposer l'union des droites. Marine Le Pen ne le veut pas.
Valérie Pécresse ne le peut pas, et donc nous devons à égalité, tendre la main aux électeurs du Front National et des Républicains. Robert Ménard, lui, il rêve de cette union des droites depuis longtemps, la droite hors les murs. Il a même organisé des conventions autour de ça dans sa ville. Et c'est bien pour ça que vous êtes proche de lui aussi depuis quelques années. Et pourtant, c'est lui qui dit qu'Éric Zemmour doit se retirer. Elle est bien mal partie, cette union des droites. Si même un Robert Ménard dit que... Non, mais je vais au bout. Il a dit autre chose encore ces derniers mois. Il a dit qu'on avait en France la droite la plus suicidaire du monde. Il dit ils sont tellement stupides, il parle de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Aujourd'hui, alors que si j'en crois les sondages, notre droite à nous est majoritaire à droite et représente un gros tiers de l'électorat, on est foutu de perdre des élections à cause de leur ego, de leurs écuries, de leurs partis, car tous les deux, ils ont des logiques de parti. C'est mal embarqué pour l'union des droites. Je veux bien que ce soit un procès, un tribunal où vous lisez à longueur de seconde tout ce qui se dit de mal sur Éric Zemmour. C'est votre droit le plus strict. Laissez-moi au moins m'exprimer en toute liberté. Concernant Éric Zemmour, et je regrette que Robert, je lui ai dit, participe justement à cette agressivité à l'égard d'Éric Zemmour. Vous ne m'entendrez pas dire du mal de manière aussi régulière de Marine Le Pen. Je ne suis pas dans cette stratégie. Nous ne sommes pas dans cette stratégie. Avec Éric Zemmour, nous tendons la main, je le répète, aux électeurs du Front National, aux électeurs et les Républicains, pour construire cette union des droites. Zemmour, il est très dur les querelles d'ego, on en a ras-le-bol. Moi, je suis d'une génération... Je suis d'une génération, depuis 40 ans, la vraie droite perd les élections parce que nous sommes dans les querelles d'ego, parce que nous regardons le voisin et parce que nous avons été incapables jusqu'alors de poser cet acte fondateur. Je sais gré à Éric Zemmour, qui ne vient pas du monde politique, de faire ce que les politiques ont été incapables de faire, que ce soit les Républicains ou le Front National, d'ailleurs, je parle des instances dirigeantes, de dire « nous sommes d'accord sur l'essentiel, nous voulons la fin de l'immigration de masse, nous voulons réparer l'école, nous voulons sauver notre civilisation, nous voulons lutter contre l'assistanat, nous voulons une Europe des nations qui nous protège et non pas qui nous asphyxie. Puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel, au nom de quel principe pourrions-nous continuer à nous diviser ? Eh bien, la promesse de l'engagement posé par Éric Zemmour, c'est cette promesse d'unité. J'y participe. Vous savez, j'ai été pendant 13 ans aux Républicains, numéro 2 des Républicains, porte-parole de Nicolas Sarkozy, maire et député. J'ai fait ce choix parce que je vois ce que propose et ce que porte Éric Zemmour. J'étais à un meeting avec lui à Saint-Quentin vendredi soir. J'ai discuté avec des adhérents des Républicains, des adhérents du Front National, des gens qui ne croyaient plus en la politique. C'est ça le zemmourisme. C'est cet acte fondateur qui permet à toutes celles et ceux qui sont patriotes, qui veulent sauver notre civilisation, qui veulent que la France reste la France, qui sont fiers de notre histoire de se réunir. Si vous voulez tant cette unité, alors pourrait-elle même se faire derrière Marine Le Pen, si c'est elle qui est la plus à même de l'emporter sur son nom. Aujourd'hui, c'est elle qui est devant dans les sondages, quand lui, il est à 13,5%. Vous connaissez la politique. Et vous regardez les sondages. Mais nous regardons tous les sondages. Mais il y a plus important que les sondages. Ça s'appelle les suffrages. On décidera le 10 avril. Vous savez, les derniers sondages, puisque vous en parlez, Le Pen et Pécresse 16, Zemmour 14. Ça se joue dans un mouchoir. C'est l'évolution de la semaine avec l'IFOP. Vous voyez, c'est 17-17 pour Valérie Pécresse et Marine Le Pen, 13,5 Je vous parle du dernier rolling IFOP de vendredi soir, le dernier. Je vous parle du dernier, moi. On n'est pas à un demi-point près. Ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen ne rassemblera pas, selon nous, les électeurs des Républicains. Elle ne le peut pas. Valérie Pécresse ne rassemblera pas les électeurs du Rassemblement national parce que Valérie Pécresse, tout le monde l'a bien compris, elle a voté Emmanuel Macron, c'est son droit en 2017, et elle se ralliera à Emmanuel Macron, elle me l'a dit. Par conséquent, il nous faut rassembler, fédérer, unir tous les Républicains, le Front National, et il n'y en a qu'un qui le propose. C'est son identité politique, on ne peut pas le lui enlever, c'est Éric Zemmour. Pourquoi avoir la dent si dure alors vis-à-vis de Marine Le Pen depuis des mois maintenant, si c'est pour appeler au rassemblement après? Mais c'est-à-dire ça n'aide pas au rassemblement, de pointer du doigt Marine Le Pen régulièrement comme il le fait. Non, il répond parfois, Éric Zemmour répond parfois aux attaques, c'est légitime. Mais notre position, je peux vous dire, il l'a encore démontré dans ce grand discours à Saint-Quentin, c'est de lancer cet appel. Vous avez entendu les autres candidats lancer des appels à l'unité, au rassemblement, à tous les électeurs. Moi, j'ai écouté le discours de Villepinte. Et quand Éric Zemmour dit « Je tends la main à égalité aux électeurs du Front National et des Républicains ». Elle est là l'originalité de sa campagne. Alors je sais bien que ça dérange, je sais bien que ce n'est pas habituel parce que chacun habituellement est dans son tunnel, mais Éric Zemmour a cette force très originale et sans doute originelle, et vous verrez qu'à l'issue de cette campagne, ce sera le grand vainqueur, c'est ma conviction, il sera qualifié
au second tour de l'élection présidentielle, parce que sa force est d'être alimentée par tous ces Français de droite qui ne veulent plus des divisions et qui veulent se rassembler sur l'essentiel. Ça ne va pas vous plaire, mais encore une fois, ça semble mal parti au regard de cette fois du côté des propos de Marine Le Pen. Le ton monte un peu quand même. Bon, déjà, elle a montré un peu les muscles avec une vidéo, vous l'avez vu certainement, devant le Louvre, qui a été tournée, installant une mise en scène de duel avec le président de la République, mais elle attaque franchement votre candidat. Tout est faux en permanence chez lui, dit-elle. Et puis elle vous accuse, vous, Éric Zemmour, d'être les marchepieds de Valérie Pécresse en rapport avec les parrainages. Et on a du mal à avoir l'unité au bout du tunnel. Je vais démontrer ce que je viens de vous dire, je vais vous décevoir. Je ne réplique pas. Nous ne répliquons pas aux attaques des uns et des autres. Avec Éric Zemmour, nous avons un projet de fédération et de rassemblement du peuple français. Nous voulons d'abord, avant de critiquer Le Pen et les autres, nous mettre fin au quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous voulons unir nos forces. Nous ne critiquons pas nos amis, nos voisins ou nos cousins. Nous appelons au rassemblement. Nous voulons mettre fin à l'immigration de masse. 2 millions d'étrangers qui sont rentrés sur le territoire national depuis 2017. Nous voulons lutter contre l'islam politique qui est en train de détruire la société française si nous n'y prenons garde. Nous voulons réhabiliter la fierté et la grandeur de notre civilisation. Ce sont des sujets qui doivent transcender les querelles politiciennes. Il est là l'enjeu. Vous êtes en lien avec Marion Maréchal, parce que je lisais un article dans le JDD, vous aussi certainement aujourd'hui, signé Robin d'Angelo, où la question c'est, en gros, pourrait-elle être la Bayrou de Zemmour? Est-ce que, oui ou non, elle pourrait vous rejoindre? Êtes-vous, oui ou non, en lien avec elle? Mais Marion, on se connaît depuis longtemps. Bien sûr que nous sommes en lien. Bien sûr que Marion est une figure hors du commun qui a été l'une des premières, et j'y ai participé dès 2013 puisque j'avais fondé la Droite Forte, à plaider pour l'union des droites. Parce que nous, la nouvelle génération, avec Marion, on en a marre des divisions, des vieux politiciens qui, pour leur carrière, pour leur poste, créent des murs et des frontières. Là, on doit, nous, rassembler. Eh bien, cette promesse de reconquête, cette promesse du parti fondé par Éric Zemmour, où vous retrouvez des gens du Front National, des indépendants, des patriotes et des républicains, c'est la première fois pour ma génération que nous avons cette espérance et cette possibilité. Donc, je demande vraiment à ceux qui nous écoutent de se poser une question en conscience. Au-delà de ce qu'ils pensent de Le Pen, Pécresse ou Éric Zemmour, ils croient en quoi? Ils sont patriotes? Ils en ont marre de l'immigration? Ils voient bien que la société est d'une violence inouïe. Ils veulent abolir le pass vaccinal, qui est une absurdité. Ils veulent réparer la France. Ils veulent refaire des Français à l'école où nous retrouverons le chemin de l'autorité, du mérite et du patriotisme. Alors, dans ce cas-là, arrêtons les querelles. Arrêtez de dire que tel ou tel, et unissons nos forces. Le grand message ce soir, avec Éric Zemmour, unissons nos forces. Cessons de nous critiquer les uns les autres. Le message là, il est bien passé. Il faut le répéter, le marteler. Est-ce que vous êtes en lien avec Laurent Wauquiez également ou avec d'autres cadres du Parti Les Républicains malgré votre départ? Mais oui, j'ai travaillé 13 ans avec eux. Vous êtes toujours en lien avec lui? Mais chaque semaine, nous appelons avec des députés, des sénateurs et des personnalités des Républicains. Vous savez, il y a beaucoup de Républicains qui regardent avec attention ce qui se passe et qui ont bien compris que ce qui fait encore tenir Valérie Pécresse était le seul vote utile, parce que sur le plan des convictions, chacun sait bien que Pécresse, c'est Macron. Et beaucoup, dans les semaines qui viennent, et peut-être même au soir du premier tour, nous recevrons, il y a même Éric Ciotti qui l'a dit, qu'ils nous rejoindront, puisque quand vous aurez Éric Zemmour face à Emmanuel Macron, chacun sera face à ses responsabilités. Bon. Guillaume Pelletier, c'est aussi la semaine où Christian Jacob a saisi la CNIL après l'envoi par vous, donc, d'un courriel aux adhérents Les Républicains. On va le voir s'afficher. Le président du Parti Les Républicains vous accuse d'utilisation frauduleuse pour vous être servi de la base de données interne au mouvement de droite. Un délit de détournement donc, qui serait puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Et est-ce à la guerre comme à la guerre? Ce monde est extraordinaire. Vous avez vu toutes les accusations, la litanie des accusations ce soir contre Zemmour ou moi. Ça veut vraiment dire on dérange et qu'on progresse. Sur ce sujet, il le sait très bien. Attendez, je vous réponds sur le fond. C'est pas nous, en l'occurrence, qui les avons inventés. On vous les soumet pour que vous puissiez essayons de parler répondre. du fond et des Français plutôt que des querelles. Moi, je réponds très simplement. Ce fichier, je l'ai constitué depuis 20 ans. C'est 20 ans d'engagement politique, 9 Tours de France dans les fédérations. Il est parfaitement légal, il respecte les critères de la CNIL, puisque à la fin de chaque mail, vous pouvez vous désabonner, vous désinscrire en un clic, donc il n'y a aucun problème. Tout ça, c'est de la fausse polémique pour nous détourner de l'essentiel. Avec Éric Zemmour, nous ne détournerons pas de l'essentiel. Nous continuerons à parler de l'immigration de masse, de la question du handicap, de la question de l'école, de la question du pass vaccinal, de tout ce qui fait souffrir les Français, pour lesquels ils en ont ras-le-bol
de la pensée unique et du politiquement correct et qu'il souhaite une nouvelle dynamique, un nouveau souffle. Mais est-ce que l'envoi de ces mails, etc., ces échanges, le fait que vous soyez venu rejoindre Éric Zemmour, ça marche? On parle, vous savez, le mot, hein, c'est débauchage. Ça fonctionne? Il y a des élus qui vont vous rejoindre? Est-ce que vous avez des noms peut-être à nous donner de cadres du parti qui... À l'heure où nous parlons, depuis dimanche dernier, depuis que ce soutien à Éric Zemmour, c'est 5300 nouveaux adhérents au parti Reconquête, du jamais vu, essentiellement venus des Républicains, sans parler des 1400 cadres locaux qui étaient anciens responsables ou responsables en 2021 des Républicains qui nous rejoignent. Oui, il y a une envie considérable chez LR comme au Rassemblement national, de mettre fin à cette frontière artificielle, à ce faux cordon sanitaire. C'est, je le répète, la promesse positive, fédératrice, sans céder aux attaques personnelles d'Éric Zemmour. En tant que porte-parole, vous allez être à nouveau, à l'instant, soumis à peut-être ce besoin de réponse sur la question des parrainages. Oui. Aujourd'hui, c'est Sandrine Rousseau qui a dit que, selon elle, il n'était pas grave pour la démocratie si Éric Zemmour n'obtenait pas ses parrainages. Elle n'est pas la seule à le dire, d'ailleurs. Vous lui répondez quoi? Et je leur réponds à tous, si vous aimez les Français, si vous aimez la noble politique, arrêtez un instant d'attaquer et de critiquer Éric Zemmour. Parlez de votre propre projet. Voilà. Manifestement, tous ces gens-là que vous avez cités tout au long de cette émission n'ont rien à dire aux Français. Nous parlons français. Hein, nous ne parlons pas des autres candidats. Et sur la question des parrainages, nous aurons les parrainages le 4 mars prochain. Éric Zemmour il y a une équipe extraordinaire. Il y a des milliers d'ambassadeurs sur le terrain. Et j'apporte, moi, ma contribution. Je suis élu depuis 10 ans. Je connais des dizaines et des dizaines de maires. Voilà, rien que cette semaine, c'est plus de 35 parrainages qui sont arrivés dans la campagne d'Éric Zemmour. C'est une belle dynamique qu'il nous faut poursuivre. C'est compliqué, bien sûr, parce que nous n'avons pas l'histoire des vieux partis qui ont failli, mais qui ont gardé leur tissu d'élus locaux. Et donc j'appelle à nouveau tous les maires qui aiment la démocratie et qui aiment surtout cette union des droites, les convictions qu'il faut changer la vie politique française, à nous rejoindre. À combien de parrainages, du coup ? Nous approchons les 350. Il nous reste... il faut qu'on double un peu le nombre pour être tranquille au 4 mars. En tout cas, à vous suivre. Vous dites on aura les parrainages, plus besoin de changer les règles alors. Si. Ça va le faire, ça va. Si, parce que je pense que tout le monde, j'entendais David Lisnard, le président des maires de France, qui disait la même chose. Cette règle est inadaptée. Le général de Gaulle avait inventé un filtre neutre permettant aux élus de la République d'écarter les candidatures fantaisistes. Et c'est heureux. François Hollande, hélas, en a fait un filtre militant pour empêcher les candidatures qui gênent la pensée unique et le système. C'est très différent. Il faudra probablement imaginer un système qui continue à écarter les candidatures fantaisistes, bien sûr, mais qui permette à chacun, à tous ceux qui représentent un vrai courant populaire et politique d'être présents. Est-ce que vous admettez qu'effectivement, pour cette fois, c'est trop tard? En tout cas, Gérald Darmanin, il a estimé que si les règles peuvent toujours changer, parce que la Constitution la loi constitutionnelle on ne change pas les règles du jeu à quelques jours du match. Je leur laisse cette responsabilité. Il parle aussi de la dramatisation. Vous savez, à chaque élection. La preuve, on n'est pas dans la dramatisation, on est dans le réel, une fois de plus, c'est dans la vérité. C'est compliqué. Il est quand même absurde que Mme Hidalgo, qui fait 2% dans les sondages, va se retrouver avec 3000 parrainages, quand Éric Zemmour, qui est aujourd'hui au pied du second tour de l'élection présidentielle, rencontre des difficultés. On va tous s'y mettre, apporter notre expérience et lui permettre d'être candidat et nous permettre d'apporter les parrainages. Mais convenez que c'est du temps perdu pour pas grand-chose, parce que Éric Zemmour est plus que légitime aujourd'hui dans l'élection présidentielle, puisqu'il est très probablement le futur opposant au second tour à Emmanuel Macron. Le pass vaccinal vient d'être adopté, définitivement. Est-ce que vous l'abrogeriez, donc, si vous arriviez au pouvoir ? Bien sûr, ce serait d'ailleurs la première décision symbolique d'Éric Zemmour, président de la République, à la fin du mois d'avril prochain. Pourquoi ? Pas au nom d'une idéologie, là encore au nom du réel. Nous regardons avec Éric Zemmour les courbes et les déclarations, par exemple, de l'Agence européenne du médicament qui, il y a 48 heures, vient d'annoncer que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, ce virus allait probablement devenir un virus banal. Nous regardons... Endémique. Ce sont les banal. Il y a le mot banal dans les propos de l'un des directeurs. Je vais au bout des propos de l'Agence européenne des médicaments. Je continue. De pandémie à endémie. Exactement. Nous allons passer d'une pandémie à une endémie, ce qui n'a absolument rien à voir. Vous avez tout à fait raison. Deuxièmement, nous regardons ce qui se passe en Espagne. Le Premier ministre socialiste espagnol qui vient d'annoncer que probablement ce virus allait muter en une mauvaise grippe ou un mauvais rhume et qu'il fallait donc libérer l'Espagne. Et puis nous écoutons les scientifiques
Je pense au professeur, l'un des patrons de la Pitié-Salpêtrière, le professeur Côme, le professeur Kierzieck, qui est souvent sur vos plateaux de télévision, et tant d'autres qui disent le pass vaccinal n'a aucun intérêt sur le plan sanitaire. Et donc, je lance un appel ce soir au président de la République. Si vous voulez démontrer, contrairement à ce que de plus en plus de vos confrères insinuent, peut-être à juste titre, que vous n'êtes pas dans une démarche politicienne, si vous voulez démontrer, Monsieur le Président, que vous n'instrumentalisez pas la crise sanitaire pour l'élection présidentielle à votre propre intérêt, si vous voulez écouter ce qui se passe dans le monde entier, de l'OMS à l'Agence européenne de médicaments, de l'Espagne aux professeurs émérites en France, si vous ne voulez pas appliquer la vieille règle terrible d'Orwell, faites-leur peur pour ce qu'ils puissent obéir, alors montrez votre bonne foi et vous devez, dans les prochains jours, abolir le pass vaccinal. Vous montrerez ainsi votre bonne foi, libérez les Français des contraintes, occupez toute votre énergie, nous serons à vos côtés pour vacciner les 400 000 Français de plus de 80 ans les plus fragiles qui, eux, ne sont pas vaccinés à l'heure où nous parlons. Elle est là, la priorité. Vacciner les plus fragiles et les plus vulnérables et laisser tous les autres, nos jeunes, nos enfants, les actifs, les familles, libres et tranquilles. Guillaume Pelletier, le gouvernement aussi aimerait que les plus fragiles et les plus âgés soient tous vaccinés. Mais il n'a plus aucun moyen pour ça. Alors, mais c'est quoi il resterait quoi, la contrainte, l'obligation vaccinale pour eux, pour pouvoir libérer le reste de la société? Non, ça fait 2 ans. Est-ce que c'est ce que le gouvernement essaye de ne pas faire, justement? Vous savez, on voit que le gouvernement, c'est un gouvernement de bureaucrates qui ne connaissent pas la France rurale. Ces 400 000 Français de plus de 80 ans non vaccinés sont essentiellement des Français qui vivent dans des quartiers populaires ou dans la France rurale. Ce sont des Français qui sont éloignés des médecins généralistes à cause des déserts médicaux, à cause des décisions que 40 ans de gouvernement, aggravées par Emmanuel Macron, n'ont jamais eu le courage de prendre. Avec Éric Zemmour, nous avons une proposition très simple. Nous le faisons d'ailleurs depuis longtemps. Il le fait depuis longtemps. Et c'était l'une de mes propositions de loi à l'Assemblée nationale. L'embauche immédiate de 1000 médecins salariés. Ils existent, ces médecins généralistes. Le département de Saône-et-Loire vient de le faire pour 70 d'entre eux. Donc en France entière, 1000 médecins salariés, que nous puissions les envoyer dans les quartiers populaires et la France rurale au plus près des personnes les plus fragiles pour leur proposer la vaccination. Elle est là, la priorité sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, le pass vaccinal est politiquement liberticide, parce que sanitairement inutile. Il faut que chacun l'entende et le comprenne. Sanitairement inutile. Là, je lisais encore, par exemple, la directrice de recherche à l'INSERM dans le JDD. Vous connaissez Vittoria Colizza? Oui, je l'ai lu ce matin. Je lisais, elle disait le pass vaccinal permet donc une incitation. On est d'accord, la vaccination, c'est important. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais voilà. Attendez. Non, pour vous, la vaccination, c'est pas important. Soyez pas caricatural. Non, je suis vacciné. Je vous pose la question. Laissez-moi. Je vous demande si c'est important, vous me dites. La vaccination, elle est primordiale, non pas pour éviter la transmission, vous le savez, nous le savons désormais, mais pour protéger des cas graves les personnes les plus fragiles. Donc nous disons tout simplement de manière pragmatique et très calme, en faisant appel à la sagesse et à la raison, et non pas à la stratégie de la peur, comme le président de la République, nous lançons un appel à la vaccination pour les personnes les plus fragiles. C'est pas par Internet qu'il faut passer, ça ne marche pas, c'est ce qu'a choisi le gouvernement. C'est en envoyant des médecins généralistes salariés par l'État, au plus près des personnes les plus fragiles. 400 000, rendez-vous compte à l'heure où nous parlons. Et pour les autres, laissez-nous tranquilles. Laissez les Français tranquilles, les familles, les restaurateurs, les entrepreneurs, les enfants, les professeurs, les instituteurs. Nous avons, avec Éric Zemmour, oui, c'était dans sa tribune du 20 décembre au quotidien L'Opinion, une stratégie radicalement différente de celle du président de la République. Ce qui est différent entre le 20 décembre et aujourd'hui, c'est que les faits donne raison à Éric Zemmour et non pas au président de la République. En ce qui concerne l'Espagne, certains vous diraient que le débat est seulement en cours et ça ne veut pas dire qu'ils vont le mettre en place demain, parce que la situation n'est pas non plus à ce point bonne que demain ils vont lever toutes les mesures. C'est une réflexion qui est en cours. Et vous citez un certain nombre de médecins qui disent qu'effectivement ça va mieux. Il y en avait un juste avant à votre place qui disait que ce n'était pas si simple que ça et que l'horizon n'était pas à ce point dégagé, qu'on n'avait pas de certitude. Non, mais c'est pour que tous les points de vue soient à l'équilibre. Vous avez écouté, comme moi, mon ami Philippe Juvin, je le connais bien, on a aussi pendant 13 ans travaillé ensemble, et Philippe l'a rappelé. Arrêtons, c'était même le bandeau de votre émission, arrêtons d'instrumentaliser la crise à des fins politiciennes. C'est ce que nous voyons tous. Mais lui, il est pour le pass vaccinal, celui que vous citez. C'est là notre différence. Moi, j'ai voté contre le pass vaccinal. Parce que je continue à dire que la priorité, c'est la vaccination des plus fragiles et que pour le reste, nous devons libérer les Français des contraintes. Alors, petite question sur Novak Djokovic quand même. Symbole
mondial qu'il est devenu, bien au-delà du joueur de tennis, pas d'Open et puis pas d'Australie tout court, d'ailleurs, on va le dire, pour Novak Djokovic, non vacciné contre le Covid-19. Il a été débouté par la justice australienne ce matin, il a été expulsé. Décision juste, décision proportionnée. C'est un symbole. Alors oui, je vais peut-être vous décevoir. J'ai toujours du mal à commenter les décisions. C'est pas pour, je parle à l'habitude de la langue de bois, mais commenter les décisions votées par le